Il existe des morts qui ne finissent jamais vraiment. Des morts qui continuent de hanter les mémoires, de nourrir les enquêtes, de revenir dans les conversations décennies après que les cercueils ont été fermés et les pierres tombales érigées. La mort de Natalie Wood est l'une d'elles. Le 29 novembre 1981, au large de l'île Catalina, dans les eaux noires du Pacifique, le corps d'une femme de 43 ans est retrouvé flottant à 2 kilomètres du yacht familial. Elle porte encore sa chemise de nuit et ses chaussettes. Elle est morte noyée. La police conclut rapidement à un accident. Le cas est clos en quelques semaines. Et pendant 30 ans, la version officielle tient une actrice qui avait bu, qui avait glissé du bateau, qui avait disparu dans l'obscurité sans que personne à bord ne s'en rende compte à temps. Et puis, en 2011, tout recommence. De nouvelles informations émergent. L'enquête est rouverte. La cause du décès est modifiée. Et le mari de Natalie Wood, Robert Wagner, acteur connu, homme respecté, veuf inconsolable depuis 30 ans dans l'imaginaire collectif, est désigné officiellement comme personne d'intérêt dans la mort de sa femme. Une phrase qui, dans le vocabulaire judiciaire américain, veut dire exactement ce qu'elle semble dire. Natalia Nikolaevna Zakharenko naît le 20 juillet 1938 à San Francisco, fille d'immigrants russes. Son père, Nikolai Zakharenko, est charpentier. Sa mère, Maria Zudilov, est une femme d'une ambition dévorante pour sa fille. Une de ces mères qui ont compris très tôt que leur enfant a quelque chose de particulier, et qui consacrent leur vie à transformer ce quelque chose en carrière. Maria est convaincue, depuis la naissance de Natalia, que sa fille est destinée à la gloire. Elle l'amène au casting dès qu'elle peut marcher correctement. Elle lui invente un prénom américain, Natalie Wood, qui sonne mieux dans les salles d'attente des studios. Et elle a raison. À 7 ans, Natalie obtient son premier rôle dans Tomorrow is Forever. À 8 ans, elle joue dans Miracle en 34 Th Street, le miracle de la 34e rue en français, et touche des millions de spectateurs avec un naturel qui dépasse de loin ce qu'on attend d'une enfant de cet âge. L'adolescence est le moment où certains enfants acteurs s'effacent, le public les aimait petits, mignons, touchants, et ne sait plus quoi faire d'eux une fois qu'ils grandissent. Natalie Wood ne disparaît pas. Elle se transforme. À 16 ans, elle tourne Rebel Without a Cause, La fureur de vivre, aux côtés de James Dean. C'est 1955. Le film est un choc culturel. James Dean meurt dans un accident de voiture quelques semaines avant la sortie. Natalie, elle, survit à ce premier contact avec la mort proche et continue. Elle enchaîne les films, les rôles, les nominations aux Oscars. En 1961, West Side Story, dont elle interprète Maria, le personnage central, lui donne une dimension internationale définitive. Elle est l'une des actrices les plus célèbres du monde. Belle, talentueuse, capable de passer de la comédie musicale au drame psychologique avec une aisance qui impressionne ses contemporains. Sa vie amoureuse est orageuse, complexe, marquée par des choix qui disent quelque chose sur les blessures qu'elle portait depuis l'enfance. La relation avec sa mère, intense, possessive, parfois toxique, a laissé des traces. Natalie grandit sans vraiment savoir ce qu'elle veut pour elle-même, en dehors de ce que sa mère a voulu pour elle. Elle se marie une première fois en 1957 avec Robert Wagner, un acteur beau, charmant, au sourire parfait, qui incarne une certaine idée du succès hollywoodien. Le mariage dure 5 ans. Ils divorcent en 1962. Natalie refait sa vie, épouse le producteur Richard Gresson en 1969, a une fille, Natasha, en 1970. Ce mariage-là se termine aussi. Et en 1972, elle retourne vers Robert Wagner. Ils se remarient, ont une fille ensemble, Courtney, en 1974. Une famille recomposée, une deuxième chance, une histoire qui semble avoir trouvé son point d'équilibre après des années de turbulence. En novembre 1981, Natalie Wood a 43 ans. Sa carrière est toujours active. Elle vient de terminer le tournage de Brainstorm, un film de science-fiction avec Christopher Walken. Ce week-end de Thanksgiving, elle monte à bord du yacht familial, le Splendor, pour une escapade de quelques jours au large de l'île Catalina. Avec elle, Robert Wagner, son mari. Christopher Walken, son partenaire de tournage devenu ami proche. Et Denny Davern, le capitaine du bateau, qui travaille pour la famille depuis plusieurs années. Une nuit de drinking, de tension, et puis le silence. Natalie Wood n'est plus là. Ce qu'on sait avec certitude, c'est ceci. Vers minuit,
Wagner passe lui souhaiter bonne nuit dans la cabine. Elle n'y est pas. Le lendemain matin, son corps est retrouvé noyé à 2 kilomètres du bateau, en chemise de nuit et chaussettes. Sa mort est officiellement considérée comme une noyade accidentelle. Les enquêteurs ne poussent pas très loin. Les 3 hommes à bord sont interrogés brièvement. Leurs témoignages concordent suffisamment pour que le dossier soit clos rapidement. Robert Wagner est le veuf inconsolable. Hollywood présente ses condoléances. Et la vie continue. Ce qui commence à fissurer cette version officielle, c'est le silence de Denis Daverne. Le capitaine du Splendour sait ce qu'il a vu cette nuit-là. Et pendant des années, il garde ça pour lui. Peut-être par loyauté envers Wagner, qui est son employeur. Peut-être par peur. Peut-être parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il a vu vraiment, dans l'obscurité et l'alcool de cette nuit de novembre. Et puis, en 2010, il publie un livre. Goodbye Nathalie, Goodbye Splendour. Et dans ce livre, il dit ce qu'il n'avait pas dit en 1981. Si vous aimez ce type de portrait, laissez un pouce bleu sous cette vidéo. Ça nous aide énormément à continuer ce travail. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Daverne raconte en détail la dispute conjugale, reconnue par Wagner lui-même, qui précède la disparition de Nathalie. Wagner l'accuse de le tromper avec Walken. Le capitaine aurait entendu des bruits d'objets, peut-être de personnes, venant de la cabine du couple. Daverne affirme également que Wagner avait trop attendu avant d'appeler les secours. Un détail qui, dans une situation de noyade, peut faire la différence entre la vie et la mort. Et il admet avoir menti lors de sa déposition de 1981, sous la pression de Wagner. Ces révélations sont explosives. Elles ne prouvent pas un meurtre. Mais elles prouvent que la version officielle des événements était incomplète au mieux, mensongère au pire. En novembre 2011, le bureau du shérif de Los Angeles rouvre officiellement l'enquête après de nouvelles informations importantes. En juillet 2012, la cause de la mort de Natalie Wood est modifiée. Elle passe de noyade accidentelle à noyade et autres facteurs indéterminés. Cette modification sémantique apparemment anodine est en réalité fondamentale. Elle dit que les autorités ne peuvent plus affirmer que la mort était accidentelle, qu'il y a des zones d'ombre, que quelque chose, cette nuit-là, ne s'est pas passé comme on l'a dit. Un nouveau rapport médico-légal révélé début 2013 indique que le couple et Walken étaient sous l'emprise de l'alcool, et que les ecchymoses trouvées sur le corps de Nathalie n'étaient peut-être pas accidentelles. Des ecchymoses. Sur les bras, sur les jambes. Des marques qui ressemblent à celles qu'on trouve sur quelqu'un qui s'est débattu, ou qu'on a retenu, ou qu'on a frappé. Pas des marques compatibles avec une simple chute d'un bateau dans l'eau froide. En 2018, de nouveaux témoins émergent. L'enquête est relancée une nouvelle fois. Robert Wagner, alors âgé de 87 ans, est officiellement désigné comme personne d'intérêt dans la mort de sa femme. Un témoin rapporte avoir entendu des cris et des bruits sourds en provenance de la cabine du couple. D'autres témoins évoquent une dispute entre un homme et une femme à l'arrière du bateau. Ces témoignages, qui n'existaient pas, ou n'avaient pas été recueillis lors de l'enquête initiale de 1981, changent fondamentalement la chronologie de la nuit. Ils disent qu'il y avait du bruit, qu'il y avait de la violence, au moins verbale, et que la version d'un accident silencieux et solitaire ne tient plus tout à fait. Le lieutenant John Corina du bureau du shérif de Los Angeles l'a dit clairement à CBS. Wagner est la dernière personne connue à avoir été avec Nathalie avant sa disparition. Cette phrase, formulée avec la précision sobre du vocabulaire judiciaire, résume tout ce que l'enquête peut affirmer avec certitude. Wagner était là. Il était le dernier. Et depuis la réouverture du dossier, il a refusé de parler aux enquêteurs. Un homme qui n'a rien à cacher n'a généralement pas de raison de refuser de parler à la police. Cette absence de coopération ne prouve rien légalement. Mais elle dit quelque chose. La sœur de Nathalie, Lana Wood, n'a jamais varié dans sa conviction. Elle reste persuadée que Robert Wagner a sciemment laissé Nathalie se noyer, affirmant que sa sœur n'était pas nageuse et ne serait jamais partie seule vers un autre bateau dans l'obscurité totale. 44 ans après la mort de Nathalie, la vérité n'a toujours pas été établie devant un tribunal. Robert Wagner n'a jamais été inculpé. Il n'a jamais été arrêté. Il a refusé de parler. Et la nuit du 28 au 29 novembre 1981, au large de l'île Catalina, reste l'une des nuits les plus mystérieuses et les plus troublantes de l'histoire de Hollywood. Pour comprendre ce qui s'est peut-être passé cette nuit-là, il faut comprendre qui était Robert Wagner dans la vie de Natalie Wood. Pas le personnage public, l'acteur élégant, le mari parfait,
le veuf respectueux qui a toujours parlé de Nathalie avec des mots mesurés et une douleur apparente. Mais l'homme réel, dans l'intimité d'une relation qui avait été construite 2 fois, détruite 1 fois, et qui portait en elle des tensions que le public ne voyait pas. Nathalie et Robert Wagner s'étaient mariés une première fois en 1957. Elle avait 19 ans, lui 27. Ce premier mariage avait duré 5 ans avant de se terminer par un divorce que les deux n'ont jamais vraiment expliqué publiquement. Et puis, en 1972, ils étaient revenus l'un vers l'autre. Pourquoi? Nathalie avait dit qu'elle l'aimait encore, que leur histoire n'était pas terminée, que certains liens résistent à tout, même à la séparation et aux années. Ce second mariage était différent du premier, plus adulte, plus conscient de ses propres fragilités. Ils avaient tous les deux traversé d'autres relations entre-temps. Nathalie avait eu une fille avec son second mari. Wagner avait ses propres histoires derrière lui. Ils se retrouvaient avec bagages, avec cicatrices, avec une connaissance mutuelle qui aurait dû les rendre plus solides. Et sur bien des points, ce second mariage fonctionnait. Ils avaient une fille ensemble, Courtney, née en 1974. Ils menaient une vie sociale active, fréquentaient le tout Hollywood, donnaient l'image d'un couple établi et serein. Mais en dessous, il y avait des tensions que Denis Davern observait depuis le pont de son bateau. Des disputes, des accès de jalousie de la part de Wagner, une relation de pouvoir qui n'était pas toujours équilibrée. La question de Christopher Walken est centrale dans toute cette affaire. En 1981, Walken est au sommet de sa gloire. Il vient de remporter l'Oscar du meilleur second rôle pour Voyage au bout de l'enfer. Il travaille avec Nathalie sur Brainstorm. Ils passent beaucoup de temps ensemble sur le tournage, développent une complicité professionnelle et personnelle que les observateurs extérieurs remarquent. Wagner, selon Denis Davern, vivait cela comme une humiliation. Il était jaloux. Jaloux de la proximité entre sa femme et cet acteur brillant et charismatique. Et cette jalousie, contenue pendant les semaines de tournage, avait éclaté ce week-end de Thanksgiving sur le Splendor. Davern raconte une dispute violente entre Wagner et Nathalie dans leur cabine. Wagner l'accusait de le tromper avec Walken. Les voix montaient. Des objets volaient. Et puis le silence. Le genre de silence qui tombe après une dispute trop forte, quand l'un des deux protagonistes quitte la pièce pour aller se calmer. Nathalie aurait quitté la cabine. Elle aurait cherché à monter dans le canot annexe, un petit bateau gonflable attaché à l'arrière du Splendor, peut-être pour rejoindre un autre bateau ancré à proximité, peut-être pour simplement s'éloigner quelques minutes. Et dans l'obscurité, dans l'alcool, dans le froid de novembre, elle a disparu. Ce scénario ne prouve pas un meurtre. Il ne dit pas que Robert Wagner a poussé sa femme par-dessus bord. Mais il dit que les circonstances de la disparition de Natalie Wood étaient bien différentes de l'accident solitaire et inexpliqué que la version officielle de 1981 avait présenté. Il dit qu'il y avait une dispute. Il dit que Wagner savait peut-être plus tôt qu'il ne l'a prétendu que Nathalie n'était plus à bord. Il dit que le délai avant d'appeler les secours, un délai que Davern qualifie de trop long, aurait pu faire la différence si Nathalie était encore en vie quand elle est tombée à l'eau. Lana Wood, la sœur cadette de Nathalie, a consacré une grande partie de sa vie à réclamer la vérité sur la mort de son aîné. Elle a publié son propre livre en 2021, Little Sister, dans lequel elle livre sa version des événements et son interprétation des faits. Elle dit que Nathalie avait peur de l'eau noire et profonde depuis l'enfance, une peur phobique, irrationnelle, qui datait d'une prédiction d'une diseuse de bonne aventure russe que leur mère avait consultée. Elle dit que Nathalie ne serait jamais sortie seule du bateau dans l'obscurité totale pour monter dans le canot. Que quelque chose d'autre s'est passé. Que quelqu'un sait ce que c'est. Et que ce quelqu'un n'a jamais vraiment dit la vérité. Ce que dit Lana Wood sur la peur de l'eau de sa sœur est corroboré par des anecdotes que plusieurs proches de Nathalie ont confirmées au fil des années. Elle évitait l'eau profonde. Elle ne nageait pas bien. Sur les tournages qui nécessitaient des scènes aquatiques, elle exigeait d'être doublée ou que les prises soient faites dans des conditions parfaitement contrôlées. Une femme qui a cette relation-là avec l'eau, qui en a peur viscéralement, profondément, depuis l'enfance, ne sort pas la nuit d'un bateau pour aller se promener en canot dans les eaux froides et obscures du Pacifique. Cette évidence-là, simple, humaine, irréfutable, est peut-être l'argument le plus fort de tout ce dossier. En 2025, une information circule dans les médias américains selon laquelle Robert Wagner, qui a alors 95 ans, serait prêt à faire une confession sur son lit de mort. L'information provient d'un tabloïd américain et n'a pas été officiellement confirmée.
Wagner vit dans un isolement quasi total depuis des années. Il a arrêté de faire des apparitions publiques, refuse toutes les interviews, ne répond à aucune question sur la mort de Nathalie. Cet isolement-là, combiné à son refus de coopérer avec les enquêteurs depuis 2011, dessine le portrait d'un homme qui protège quelque chose. Ce quelque chose, personne ne sait exactement ce que c'est. Mais son silence parle à sa façon. La question que tout le monde finit par poser dans cette affaire est celle-ci. Pourquoi aucune inculpation n'a-t-elle jamais été prononcée? La réponse est à la fois simple et frustrante. Sans preuve directe, sans témoin oculaire du moment de la chute, sans aveu, sans éléments matériels irréfutables, le système judiciaire américain ne peut pas inculper quelqu'un pour meurtre. Les ecchymoses sur le corps de Nathalie sont compatibles avec une chute ou avec une agression, les deux restent possibles. Les témoignages des nouveaux témoins établissent qu'il y avait une dispute, mais pas nécessairement qu'il y a eu crime. Et Wagner, qui a le droit de se taire, l'exerce depuis 15 ans avec une constance absolue. Ce qui reste de tout ça, 44 ans après la nuit du 28 au 29 novembre 1981, c'est une vérité incomplète. Une mort classée noyade aux autres facteurs indéterminés. Un mari désigné personne d'intérêt qui refuse de parler. Un capitaine qui a admis avoir menti. Une sœur qui réclame justice depuis des décennies. Et une actrice extraordinaire, 3 nominations aux Oscars, des rôles qui traversent les générations. Une présence à l'écran qui reste unique, dont la mort a volé la fin de l'histoire. Natalie Wood méritait mieux que cette nuit-là. Elle méritait mieux que de finir noyée dans les eaux noires de Catalina pendant que les hommes à bord débattaient peut-être de ce qu'ils allaient dire à la police. Elle méritait une vieillesse, une carrière qui continue, des films qu'elle aurait faits dans les années 1980 et 1990. Elle avait 43 ans, l'âge où les grandes actrices entrent dans leur vraie maturité, où le talent se double d'une profondeur que la jeunesse seule ne peut pas donner. Tout ça s'est arrêté dans l'eau froide du Pacifique, un dimanche matin de novembre 1981. Et Robert Wagner, lui, a vécu encore 40 ans après cette nuit-là. Il a accordé des interviews. Il a publié ses mémoires. Il a parlé de Nathalie avec des mots tendres et mesurés dans chaque émission qu'il invitait. Il a été le veuf inconsolable, l'homme qui n'avait jamais vraiment surmonté la perte de la femme qu'il aimait. Et il n'a jamais, pas une seule fois depuis 2011, accepté de parler aux enquêteurs qui lui demandaient simplement de revenir sur cette nuit. Simplement de dire ce qu'il avait vu et entendu. Simplement d'aider à comprendre ce qui s'était passé. Ce refus-là est peut-être, dans cette affaire, la chose la plus éloquente de toutes. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'affaire Natalie Wood. Et de quel pays vous regardez cette vidéo.